Le rituel, c'est avant tout un espace-temps investi par la présence, la qualité de présence, qui va permettre finalement d'amener une parole, souvent, une intention, parce qu'en premier, il y a une intention, derrière un rituel, il y a toujours un besoin, c'est ça qui donne la direction dans chaque rituel. Et ce qui va faire la différence avec une habitude dans notre quotidien, parce que dans l'absolu, tout peut devenir rituel. Oui. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la notion de présence. Oui. Et cette présence, on va la cultiver en créant un contenant, un espace-temps même, dont on va prendre soin et on va prendre soin de la beauté de cet espace en faisant qu'il puisse parler à tous nos sens. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur deux, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Domam. Pourquoi avons-nous perdu le sens des rituels dans nos vies modernes ? Autrefois, les rituels marquaient chaque grande transition. L'enfance vers l'âge adulte, l'union, la parentalité, les changements de vie. Ces moments étaient célébrés, reconnus et permettaient à chacun d'avancer avec plus de clarté et de lien avec le collectif. Aujourd'hui, ces repères ont quasiment disparu, laissant un vide dans nos parcours personnels et notre rapport au temps. Dans cet épisode, je reçois Nicolas Loustalot, qui explore et transmet l'art du rituel. Il nous partage son parcours, la manière dont il a découvert la puissance des rituels et comment il accompagne aujourd'hui ceux qui souhaitent redonner du sens au passage de leur vie. Ensemble, nous abordons la différence entre routine et rituel, l'importance de marquer les transitions, comment intégrer des rituels dans son quotidien et pourquoi ces espaces sont essentiels, notamment pour les hommes, pour ancrer des transformations et renforcer le lien avec le collectif. Et justement, si avant d'écouter cet épisode, vous faisiez de ce moment un rituel, peut-être que pour vous, écouter ce podcast est déjà un moment privilégié, une parenthèse pour vous recentrer. En tout cas, je vous invite à prendre une pause, à vous installer confortablement, à respirer profondément et vous laisser porter par cette belle conversation. Bonne écoute. Salut Nico. Salut Loïc. Bienvenue, même si c'est aussi toi qui peux me dire bienvenue. Bienvenue à toi aussi, ouais, effectivement, à la maison. Et pour les auditeurs, on est en direct de chez toi. Merci pour ton accueil. Et ouais, avec quoi tu es présent ? Quel est ton état du moment, ta météo, ce rituel ? Pour ce rituel, bienvenue. Effectivement, moi, le mot qui est là ce matin, c'est espace. C'est vraiment... voilà, suite à une séance de coaching que j'ai eue ce matin, cette prise de conscience que quel espace je m'offre, quel espace j'ouvre, et comment je me permets de plonger à l'intérieur et en plongeant, de sentir l'espace qui s'ouvre. Donc c'est vraiment ce mot-là, et donc j'arrive avec la joie de rentrer dans cet espace merveilleux du podcast, et donc avec toute l'histoire que j'ai avec ce podcast qui m'a permis de te rencontrer, et donc la joie de la rencontre, c'est ça, qui continue.
Je vois tes yeux pétillants, c'est chouette à voir. Et merci. Moi, avec quoi j'arrive de sérénité en ce moment. C'est plutôt agréable à sentir. De la joie. Effectivement, en amont de ce podcast, pour situer pour les auditeurs, ouais, tu as été une des premières personnes qui m'a fait des retours sur le podcast, et ce qui m'a beaucoup aidé et beaucoup touché. On en est devenus amis, on est collègues. Voilà, on a même fait des journées ensemble, organisé une journée ensemble autour d'un rituel, on va en parler. Mais donc voilà, il y a tout ça qui arrive. Espace aussi, ça me parle. Effectivement, on en parlait un peu en amont, et je me rends compte à quel point de plus en plus ce podcast ouvre des espaces de rencontre, mais aussi des espaces de transformation. Et donc avec de plus en plus de retours aussi qui permettent cette prise de conscience et ce recul. Donc très heureux aussi de voir ce que ça peut produire, justement ces espaces. Et comment tu te présentes, Nico? Ah, ça c'est toujours là. Effectivement, ça fait partie de la question aussi d'ouverture dans ce rituel. Moi, j'aime me présenter justement avec cette idée de cette sensibilité poétique qui m'anime, et aussi avec cet élan d'ouverture de cœur dont j'essaie de prendre soin, d'authenticité, donc et de marcher ma parole, d'essayer, en tout cas j'essaye d'être celui qui marche sa parole. J'essaye d'être celui qui est un modèle inspirant pour son fils en tant que père. J'essaye de prendre soin, je suis un homme qui essaye de prendre soin en fait vraiment de ses relations, et ça me tient beaucoup à cœur de pouvoir être à cet endroit-là de la beauté en fait des relations qu'on tisse et qui font ces relations qu'on devient qui on devient en fait, et donc c'est quelque chose à cet endroit-là aussi qui participe au réenchantement pour moi, de me dire en fait que la qualité de présence que j'ai dans les relations, que ça soit au niveau personnel, professionnel, c'est ça qui ouvre et qui œuvre vraiment. Et donc j'aime me présenter comme un homme qui accompagne aussi, comme un homme qui inspire par la dimension poétique, comme un homme qui célèbre par la puissance des rituels. Rituel. Et un homme en chemin surtout, parce que effectivement ça c'est un élément important quand je dis que marcher sa parole, et c'est vraiment pour moi la rencontre avec le chemin, celui de Saint-Jacques ou d'autres, est quelque chose qui vraiment me porte et fait que du coup cette philosophie du chemin m'anime aussi très profondément, un pas après l'autre, un pas après l'autre, car le pas c'est que le pas sage se crée. Le langage des oiseaux, c'est ça? Ouais. On va pouvoir en parler, ça, à mon avis. Et oui, des hommes en chemin, ça aurait pu être aussi le nom du podcast. Merci pour cette présentation. Et on est notamment là pour parler de rituels. C'est quelque chose que j'avais envie de t'inviter notamment pour ça. Je me rends compte que moi, de plus en plus, je mets des rituels dans ma vie, notamment sur les passages des saisons que j'aime beaucoup célébrer avec des journées avec les hommes, et je vois à quel point ça ancre quelque chose et c'est puissant. Et du coup, j'avais envie de t'inviter notamment pour tes lumières sur c'est quoi un rituel, quoi. Déjà, d'où vient le mot? Est-ce que tu sais ça, toi? Alors, j'ai regardé au niveau de l'étymologie, et effectivement, pour moi, c'est encore un peu mystérieux, donc je préfère pas donner de fausses pistes sur ce sujet-là. Mais bon, c'est dit, ouais, ça renvoie au mot de rite, évidemment. Mais après, j'ai les recherches que j'ai faites encore. Voilà, je préfère pas rentrer dans ce sujet. Mais par contre, le rituel, c'est avant tout un espace-temps investi par la présence, la qualité de présence. Qui va permettre finalement d'amener une parole, souvent une intention, parce qu'en premier il y a une intention derrière un rituel, il y a toujours un besoin, c'est ça qui donne la direction dans chaque rituel. Et ce qui va faire la différence avec une habitude dans notre quotidien, parce que dans l'absolu tout peut devenir rituel, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la notion de présence. Et cette présence-là, on va la cultiver. L'intention.
et de présence et d'intention. Effectivement, donc d'attention et d'intention, et cette présence, on va la cultiver en créant un contenant, un espace-temps même, dont on va prendre soin, et on va prendre soin de la beauté de cet espace en faisant qu'il puisse parler à tous nos sens. Et que en parlant à tous nos sens, c'est vrai que ça va nous amener dans un état de présence où on va sortir un petit peu de notre fonctionnement habituel, ancré dans notre ego, dans notre histoire, et on rentre dans une histoire un peu plus large, un peu plus profonde. On est dans la grande histoire, on est dans l'imaginaire, les légendes, les mythes. À cet endroit-là, on rentre dans quelque chose qui parle à notre inconscient collectif aussi. Et ça, c'est précieux parce qu'effectivement, dans le rituel, souvent on dit c'est pas une approche pour pathologiser, mais pour mythologiser. Et on va prendre soin de justement se relier à quelque chose qui nous dépasse. Et donc ça crée de l'espace aussi à cet endroit-là. Ce fameux espace. Ouais, le fameux effectivement dont on a besoin pour respirer et pour pas être tout le temps dans cette intensité de rythme de vie dans lequel on est, mais pour ramener de la densité en fait dans notre expérience, notre rapport au temps. Et c'est vrai que on est dans le rituel dans un temps qui est comme un peu suspendu. On rentre dans le temps du mystère en fait. On est dans un temps un peu poétique dans ce sens-là où les inspirations viennent plus facilement parce qu'on est disponible. Mais si on est disponible, c'est que effectivement on a pris soin de créer cet espace sacré, mais sacré par notre intention, surtout, et par le fait que effectivement un espace sacré, on va prendre soin qu'il parle à tous nos sens. Et c'est ça qui nous met dans la présence du corps, des ressentis, parce qu'effectivement c'est la porte par laquelle on rentre dans cet espace du grand mystère, moi que j'appelle l'espace du grand poème, parce que c'est un espace d'une grande poésie, et où justement l'esprit peut agir. On n'est plus dans le royaume du quotidien, on parle de ça pour vraiment préciser, pour les rituels, on est dans le royaume de l'imaginaire, vraiment plus large. Il y a 3 royaumes dans la psychologie sacrée qu'on aborde, le royaume du quotidien, du c'est-moi, de notre ego, des faits. Il y a le royaume qui est plus du nous, en fait, du nous sommes. Et donc, c'est le royaume vraiment des mythes aussi, qui est celui de l'inconscient collectif. Et ensuite, il y a le royaume de la pure présence, du je suis. Et donc, l'idée du rituel, c'est de nous faire goûter, en passant par le royaume du nous sommes, qui va faire le pont entre le royaume du c'est-moi et le royaume de la pure présence en fait, et de ce grand mystère qui nous dépasse, mais en même temps dans lequel on baigne. Donc voilà, c'est un voyage au cœur de ces états-là en fait, dans lequel on ne sait pas. C'est ça qui est génial, c'est qu'on arrive dans un espace où on ne sait pas, et enfin on peut sentir la paix de ne pas le savoir. Mais de s'abandonner aussi à ce qui va se passer. Au-delà de la présence, de l'intention, de cette connexion au sens, il y a besoin de quoi pour faire un rituel? Alors, justement, il y a besoin d'un besoin en premier. Et si on prend par exemple le fait parce qu'il y a différents rituels, il y a les rituels qu'on peut intégrer dans son quotidien. Ouais, c'est ce que je pensais. Et après il y a les rituels plus pour célébrer des passages, des transitions de vie, notamment les grands marqueurs du temps, que ça soit dans nos vies intérieures, au niveau collectif ou au niveau des rituels par rapport aux saisons, le temps qui passe. Et après il y a des commémorations de manière plus large aussi sur le plan citoyen. Il y a les rituels justement de paix liés à la guerre aussi, qui en tout cas sont d'autres espaces. Mais pour revenir dans le quotidien, pour prendre un exemple très concret, en fait, le réveil en fait, c'est Aruna Lipschitz dans son livre qui parle de ces rituels, notamment par rapport à l'hiver, puisqu'on est en plein cette saison. Je me réveille en fait, mais le premier rituel, c'est de pouvoir se poser juste la question en fait, comment est mon corps, avant même de se lever en fait. Je pose cette intention-là de écouter ce qui se passe dans mon corps, écouter les tensions, et ensuite de pouvoir à partir de cette écoute-là,
peut-être me mettre dans cette position debout, mais en sentant tout ce qui se met debout dans ce mouvement-là, tout ce qui est en mouvement dans ce mouvement-là, et finalement se lever devient un rituel. Tout comme se laver la bouche peut devenir un rituel pour les personnes qui ont ce rituel d'hygiène. Il y a des rituels d'hygiène aussi au niveau du corps. À partir du moment donné où on pose une intention et où on est dans la présence, tout simplement, ouais, effectivement. Ouvrir ses volets, ça peut devenir un rituel. À partir du moment donné où on pose cette intention de dire je laisse rentrer la lumière dans ma journée. J'accueille la lumière. Quelle joie de laisser entrer, après la traversée de la nuit et de ses ombres, quelle joie de laisser rentrer la lumière dans ma journée. Donc on est vraiment par l'intention aussi, le fait de voir la beauté dans chaque chose en fait. Et donc ça participe à ce réenchantement aussi à cet endroit-là, de reprendre conscience. Aussi, ça nous met en relation avec la gratitude en fait. De poser un regard nouveau chaque jour en fait. Rien n'est acquis. Et donc le rituel nous rappelle ça aussi. Et du coup, quelle différence tu fais entre routine et rituel? La routine, généralement c'est un peu, ça vient gratter les gens, tu vois. C'est-à-dire que c'est routinier, c'est plutôt négatif comme terme. Ouais. Ouais. Quelle différence tu y vois, toi? Pour moi, la différence est vraiment dans la notion de, encore une fois, si c'est automatique, si c'est un peu robotique presque, c'est-à-dire pas choisi. Mais si je fais le choix de cette routine-là, de l'aimer, de lui donner un sens, en fait. Et donc, encore une fois, il y a une intention, il y a des conditions pour être vraiment présent dans ce moment-là, qui sont réunies. Bah, du coup, ça devient habité. L'instant devient habité par tous nos sens. Et du coup, quand c'est habité, on est traversé. Et quand on est traversé, on est en connexion, en tout cas, avec la source de l'enchantement, puisque c'est quelque chose qui est vivant, qui est en mouvement, et donc qui est sans cesse nouveau, même si ça ressemble étroitement à chaque jour. Chaque jour, en fait, si on regarde le ciel, il est tout le temps différent. Et donc, quand j'ouvre mes volets et que je prends contact avec l'extérieur, ça peut être à la fois une routine, mais si je regarde vraiment, si je suis pleinement présent, la qualité de l'air est différente, que les odeurs seront différentes, les bruits dehors vont être différents, et pareil pour le ciel en fait, qui est aussi différent. Donc c'est vraiment cette qualité d'attention en fait, qui change tout et qui fait que du coup la routine peut devenir un rituel et qui rend le moment sacré vraiment. J'aime bien cette notion de présence et ça me parle sur le matin notamment de prendre le temps aussi. J'entends beaucoup à travers tout ce que tu as dit là. J'entends voilà aussi. Je prends le temps, je prends l'espace. Il y a une notion de respirer et je vois que rien que moi d'avoir ritualisé, on va dire, mes matinées, ou vraiment de me dire tiens, il y a un temps pour moi le matin avant de faire quoi que ce soit en lien avec mon activité ou autre. Et je vois à quel point ça change la dynamique de ma journée, et je vois ces espaces en fait sont très puissants. Et toi, c'est quoi qui t'a mené sur cette voie des rituels? Qu'est-ce qui a été peut-être ta première expérience qui t'a fait waouh, c'est quand même, ça peut être chouette quand même de mettre ça dans notre vie. Première expérience, ça a vraiment été l'accompagnement de ma grand-mère dans ce passage de la mort. De sa fin de vie à elle, et de voir la beauté de la veillée, c'est-à-dire son corps était après qu'elle ait après sa fin de vie, une fois qu'elle était morte, en fait, elle était ramenée chez elle puisqu'elle était à l'hôpital, et sur son lit, dans sa chambre, cette veillée, les voisins qui étaient là en bas en train de manger. Et c'était pas le curé, mais c'était, je sais pas comment on dit, l'assistant du curé, qui était là et qui récitait des prières en fait. Et quand j'étais témoin de ça, moi qui n'allais plus à l'église, quand j'étais témoin de la présence de cet homme-là en lien avec ma grand-mère, dans la manière dont il faisait pas que lire des mots. Il les offrait.
en conscience vraiment, pour accompagner sur son chemin d'âme ma grand-mère en fait. Et waouh, moi j'étais tellement touché en fait par ça, comme j'étais tellement touché par le fait que les voisins ont été ceux qui ont porté le cercueil. C'est-à-dire que j'ai vu que autour du rituel finalement il y avait toute une communauté, une cohésion en fait qui existait encore, qui était magnifique à voir. C'est la qualité de ces liens qui m'a touché en fait. Vraiment, j'étais touché par l'amour en fait que j'ai vu à cet endroit-là, comme si les rituels étaient encore cet espace qui permet à ces liens-là de rentrer dans cette profondeur-là en fait. Comme si on s'autorisait grâce à ces rituels à pouvoir vraiment être dans cette présence, dans ce silence. Une des grandes médecines du rituel, c'est le silence. Tout comme le chant et la musique et la danse, mais rien que le silence en fait. Quand il est habité vraiment par une intention, là c'était l'intention de pouvoir honorer, porter ses paroles et ses prières pour l'accompagner. C'était vraiment l'intention d'accompagner en fait, et l'accompagner aussi bien dans cette pièce où elle était que les personnes qui étaient en bas en train de parler d'elle aussi, d'évoquer sa vie, d'évoquer chacun leur lien. Et donc c'est parti de là. Et ensuite, effectivement, il y a eu mon premier mariage qui a été finalement comme on avait vraiment envie de célébrer. On était parti voir le curé, mais ça l'avait pas fait. Et du coup, on a co-créé avec mon ex-femme. En fait, on a co-créé notre célébration. Et c'était magnifique. C'était très touchant pour nous. On avait invité des amis qui sont intervenus pendant aussi des artistes. Pendant la cérémonie, et suite à ça, effectivement, ça a suivi son cours puisque un couple d'amis étaient revenus nous voir pour célébrer leur propre mariage. Et après, c'est de fil en aiguille en fait que ça a démarré, en voyant que pour moi cet endroit-là était un endroit hautement poétique. Et d'ailleurs, on dit souvent que le rituel c'est un acte poétique pour réenchanter. Et effectivement, moi c'est ça aussi qui m'a touché en fait. C'est cette notion de la créativité qu'il y a dans cet espace-là possible. Tous nos sens sont conviés, et donc comment on va parler à tous les sens, mais comment on va parler on dit qu'on fabrique de l'âme en fait dans ces espaces-là, de l'âme collective. On fabrique quelque chose qui est de l'ordre qui nous relie en fait, mais dans nos profondeurs et dans nos cœurs. On dit que c'est un espace d'ouverture, mais pour parler avec le cœur, mais pour entendre avec le cœur aussi. Et donc moi à cet endroit-là, c'est une telle médecine que j'ai pu goûter et que j'ai tellement eu à cœur d'offrir ensuite, parce que c'est tellement précieux. Moi quand je suis à cet endroit-là, je me sens tellement nourri par ce qui se passe tout autour que il y a une forme d'ivresse du cœur en fait, qui est précieuse. Merci pour ces mots qui résonnent. Ça m'a fait vibrer à un moment, notamment en fait quand tu parlais de collectif et d'amour, parce que je crois qu'on est dans une société qui nous parle plein de choses, notamment cette déconnexion, en tout cas cette connexion virtuelle qui nous a coupé des liens, et là où ça me touche, c'est ce côté en fait de retrouver du collectif et de l'amour et de refaire des choses ensemble en fait. Même si tu vois, j'imagine qu'il y en a qui ont des rituels à travers je sais pas, se retrouver en famille le dimanche pour manger le poulet, tu sais, c'est la grande fête, les frites. Mais je trouve ça me touche en fait de remettre le point sur ce truc. Tiens, ça en fait le rituel est aussi un temps où on se rassemble, tu vois, il y a vraiment un temps de collectif où on l'a perdu en fait dans nos sociétés. J'ai l'impression, en tout cas moi, quand tu vois, j'y ai repensé aussi, juste sous la pièce qui se trouve ici, on a fait ton anniversaire il y a quelques mois où tu l'as vraiment ritualisé, et c'était vraiment une première aussi pour moi, et c'était super touchant en fait de créer un espace sacré pour passer cet âge-là, et ça donne envie aussi vraiment de l'appliquer à d'autres niveaux. Qu'est-ce qu'on peut ritualiser en fait? On a parlé du quotidien, là, effectivement, t'as parlé
du voyage vers vers la suite pour ta grand-mère. Ouais, qu'est-ce qu'on peut ritualiser aussi, quoi. Ben il y a tous les vraiment les passages qui rythment nos vies. Donc il y a la naissance évidemment. Ensuite il y a ce passage à l'âge adulte chez le jeune garçon ou chez la jeune fille. Il y a évidemment qui va suivre en général ce rituel d'union et d'amour du mariage. Ensuite, il y a les rituels qui sont plus liés à la dimension professionnelle aussi, d'entrée dans la vie active ou même de sortie de la vie active, de transition professionnelle aussi. Moi, j'ai été amené à célébrer des rituels de transition, de changement de vie professionnelle. Il peut y avoir aussi évidemment les rituels qui sont liés à la vieillesse, à la rentrée dans le 3e âge, ouais, la retraite, ce nouveau rôle, la retraite, mais aussi à ce rôle de grands-parents. Évidemment, ensuite le grand passage. Et souvent on dit d'ailleurs qu'à cet endroit-là, c'est comme si tous ces rituels, quand on les marque en tout cas tout au long de la vie, on apprend à chaque fois à lâcher une part de nos identifications. Il y a une notion de sacrifice, de perte à chaque fois, de reconnaître ce qui est perdu. Il y a une mort, il y a une renaissance. Et en fait, c'est juste une préparation, tous ces moments-là, pour notre inconscient aussi, au grand voyage, en fait. À la grande désidentification de notre corps, de notre histoire, pour partir, continuer notre chemin en fonction des croyances de chacun. Et donc, du coup, il y a vraiment cette notion-là de se préparer tranquillement à lâcher nos identifications et à lâcher nos histoires pour embrasser quelque chose de plus large en fait. Et donc ensuite dans d'autres rituels aussi que j'ai pu accompagner, célébrer des rituels de déménagement. Ouais. Oui, j'avais pas pensé. Apprendre à quitter un lieu. Ouais. C'est ce que j'ai fait quand j'ai quitté ma maison, quand j'ai vendu ma maison. Pareil pour arriver dans un lieu. La crémaillère typiquement. Et ensuite effectivement il y a des rituels aussi maintenant qui se créent. Moi je suis très sensible à ça. Je trouve que c'est très beau. J'ai pu avoir la chance de me l'offrir aux hommes de ma famille, des rituels père-fils, des rituels alors père-fils dans le sens de moi j'ai eu un rituel avec mon fils, avec mon père, mais aussi des rituels de lignée, les hommes de la famille. Moi ça s'était passé sous une forme d'une marche, tu vois, en marche pour relier mon fils qui n'a pas connu mon grand-père, pour qu'on lui parle lors de cette marche-là en fait de ses racines aussi, de l'endroit où mon grand-père a vécu, de son travail, et donc il y avait cette intention-là de transmettre un peu l'histoire. Et ce fil-là, et ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'effectivement il y a toujours dans le rituel une notion de geste symbolique. Parce qu'en fait, la parole est conviée, le silence aussi, mais le geste symbolique est vraiment au cœur du rituel. Et on le voit dans notre quotidien, souffler des bougies sur un gâteau d'anniversaire et faire un vœu, c'est un geste symbolique. Et donc, par rapport à cette puissance-là, à chaque fois, en fait, c'est la notion de le rituel, il est là. Là, si on décortique un petit peu, pour parler à notre inconscient dans son langage, qui est un langage de symboles, d'images, donc qui est un langage très poétique, de métaphores. Et donc effectivement, à cet endroit-là, quelque part, on se réconcilie aussi à l'intérieur de nous, on se rassemble. Le rituel, il rassemble. Il y a vraiment cette notion de rassembler à l'intérieur de nous, mais aussi avec notre communauté. C'est-à-dire. Et ça, c'est aussi très très précieux. Je me souviens bien de une personne. J'avais célébré le passage de la cinquantaine et qui avait rassemblé ses amis, ses collègues, sa famille spirituelle, sa famille de sang, et elle m'avait dit, en rassemblant un petit peu toutes ces familles, j'ai l'impression de me rassembler moi. C'est comme si je présentais des facettes de moi différentes en fonction de chaque famille ou chaque catégorie entre guillemets de personnes avec qui je passe mon temps. Et du coup, en les rassemblant, il y a quelque chose qui se réunit à l'intérieur. Et ça, c'est très beau aussi à voir quand la personne s'autorise à apparaître dans le rituel. Ouais. Ça vibre. Et en plus, qui me parle dans ça et que j'avais pas forcément conscience.
on est beaucoup, en tout cas, il y a beaucoup de gens, des fois, qui se retrouvent, qui ont l'impression d'être un hamster dans une roue et le temps défile. J'ai l'impression que ces rituels de passage, ils peuvent nous aider justement à faire une pause, à marquer les temps, on va dire. Et justement, plutôt que notre vie, elle défile à 200 à l'heure dans cette société qui va trop vite, je trouve que j'ai l'impression que voilà, on va poser des chapitres dans notre livre, en fait, et de se dire, OK, voilà, j'ai vécu ça, et c'est ce que j'aime notamment célébrer les saisons avec les hommes, c'est de dire tiens, qu'est-ce que j'ai vécu pendant ces 3 mois bah là c'était par exemple l'automne, et qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ces 3 mois d'hiver, et ouais, il y a vraiment un marquage et effectivement je trouve que ça peut nous aider à avoir conscience du temps qui passe dans le bon sens du terme, tu vois, de se dire OK, plutôt que et c'est peut-être ça qui nous a aussi déconnectés du présent, de ce qu'on vit. Il y a quelque chose par rapport à ce temps qui passe qui est précieux, c'est qu'en fait, pourquoi il y a plus de rituels en fait dans notre culture occidentale, ou en tout cas ils se sont réduits à peau de chagrin, c'est parce que en évacuant la mort, en faisant de la mort un grand tabou, ouais, on a perdu tout ce qui était le sens de l'initiation en fait, et des initiations, parce qu'à chaque fois dans un passage, c'est ça qui se joue, c'est une petite mort et une grande renaissance derrière. Mais comme on a tellement peur de la mort et de ces petites morts, de sortir de nos zones de connues, et faire des deuils, toutes ces questions de deuil, bah du coup, c'est des moments de transformation. Et en fait, quand on prend, comme tu dis, même par rapport aux saisons et par rapport à ce qui est proposé avec les hommes, ce temps-là pour honorer ce qui a été transformé pendant la saison, pendant les 3 mois les 3 mois, qui ont passé, bah, du coup, honorer, c'est vraiment un des mots, en fait, clés, dans les rituels. Reconnaître, honorer, être, entendu, dans notre vulnérabilité, dans ce qui a été traversé. Et du coup, en plus de reconnaître, après il y a remercier. Donc là, il y a vraiment la dimension de la gratitude, comme on disait tout à l'heure. Et après, il y a s'engager. Mais je peux m'engager pour la suite, si justement j'ai pu regarder en arrière, honorer, et dans le présent, ressentir la joie. Pas que la joie, toutes les émotions, toutes les émotions. Mais toutes ces émotions, en les ressentant, nous permettent de sentir vraiment la vie et nous donnent l'élan pour faire des choix, pour se donner des directions, des élans en tout cas, pour la suite, et s'engager à marcher sa parole autant que possible pour la suite. Oui. Et si on en vient aux hommes, je l'ai déjà évoqué avec plusieurs invités, tu vois, dans cette émission. Dans certaines tribus, certains peuples, avant, même peut-être encore présentement, il y a ce rituel de passage d'être homme, ou en tout cas d'entrer dans la vie d'homme, là où le service militaire avant servait d'une certaine façon, en tout cas pouvait avoir cette opportunité de faire ce rituel de passage. Ouais, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, en tant qu'homme? Ce passage-là, moi j'ai eu l'impression de le vivre à 40 ans, avec notamment une quête de vision. Dans chaque rituel, à chaque fois, il y a ce moment-là où, dans chaque rituel de passage, où on sort vraiment de la communauté, du connu. On vit une épreuve, et ensuite on est réintégré, et on intègre justement ce qui a été transformé par l'épreuve. Et là, on peut faire à la fois le deuil et à la fois grandir, devenir adulte dans ce mouvement-là. Et par rapport au fait de devenir un homme, effectivement, je trouve que c'est un grand manque, et il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui, dans ce qu'on traverse comme crise et comme enjeu, qui sont pour moi liées au fait que on n'est pas à l'endroit de l'adulte, on n'est pas à l'endroit de prendre nos responsabilités, on n'est pas à l'endroit de finalement aussi assumer cette part et accueillir cette part de je sais pas, parce que ça nous fait tellement peur. On n'a pas été apprivoisé, en fait, ces espaces-là de mystère, en fait, et on n'a pas été initié dans ce sens-là. On n'a pas été confronté à nos peurs.
on n'a pas été vraiment goûté à cet endroit-là, à ce qui nous dépasse complètement, qui nous amène l'humilité et qui fait que du coup aussi on peut prendre nos responsabilités, mais dans une lignée en fait. C'est-à-dire que l'initiation, c'est aussi être intégré dans une transmission en fait. Donc il y a vraiment dans cette transmission-là entre les générations, il y a quelque chose qui se transmet de l'ordre aussi de OK, on s'inscrit dans une histoire en fait qui nous porte, dans laquelle on va jouer un rôle, on a une place. Et du coup, tout d'un coup, ça pose aussi dans ce grand mystère du je sais pas, ça pose des repères en fait. Il y a quand même des points d'appui. Alors que là, quand il y a plus les rituels, les seuls points d'appui, c'est nos désirs insatiables de courir, de consommer, de remplir, donc et de chercher tout à l'extérieur, tout cet amour, tout le fait de chercher de la sécurité à l'extérieur, une fausse sécurité en fait, et un amour qui nous comblera jamais non plus. Donc c'est vrai que ce passage-là, il y a un grand besoin, et c'est pas un hasard si aujourd'hui on voit, il y a vraiment tout un mouvement aussi pour réapprivoiser la mort, et que les rituels s'inscrivent dans ce mouvement-là aussi, où on a un nouveau regard sur la mort. Moi, j'entends dans la langue des oiseaux l'âme or, O-R. Mais j'entends aussi l'âme or, H-O-R-S, hors du corps. Mais j'entends surtout amor. Parce que la mort, c'est une grande histoire d'amour. Et parce que certains, dans les traditions, disent que la mort, finalement, c'est une naissance. Et quand on est, c'est une forme de mort aussi, à un autre état. À chaque fois, c'est cette notion de cycle. Et dans les rituels, on est en permanence dans cette notion de cycle. Donc ça nous remet à notre place aussi, dans ce grand mouvement. Ce qui est pas mal, là où beaucoup de personnes, je crois, cherchent leur place. Ah oui, oui. Merci. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi, ça, là, tu as dit que ça s'était fait. J'ai un trou pour ton rituel. Toi, cette quête de vision, voilà. Si. C'est vrai que moi, ça a été le MKP. Tu vois, c'est vraiment j'ai vécu ce week-end. Pour moi, il s'est pas passé forcément quelque chose de remuant ou de révélant puissamment, mais juste d'avoir cette intention, ce temps dédié, cet espace à moi homme. C'est vraiment à partir de ce week-end-là où il y a vraiment quelque chose en moi qui s'est dit ok, je suis un homme, quoi. Et je vois à quel point ça me manque aujourd'hui dans notre société. Et tu vois, on parle beaucoup des fois, et moi je le sens à travers plein de rencontres et plein de choses où il y a des endroits, et notamment relationnellement parlant, où les hommes sont des gamins. Ça vient piquer un peu, mais pourquoi? Pour moi, c'est la réalité. Et je pense qu'on a besoin de réintroniser un rite de passage, quel qu'il soit. Je pense après, pourquoi pas créer son rituel, parce que c'est ça qui est puissant aussi, c'est de créer son rituel. Ouais. Et là et ce qui est chouette, ça peut être effectivement le faire avec son père. et justement, sur cette thématique, le père que comme je disais dans un cercle que j'avais créé, quel père je suis, donc quel père je suis dans le verbe être, mais aussi le verbe suivre. Toi qui aimes bien les mots. Ouais. Un père en chemin, ça c'est sûr. Un père qui a eu peur de devenir père aussi. Par rapport à la pression que je me mettais aussi par rapport à ça. Et finalement, un père qui... c'est grâce à mon rôle de père que moi j'ai pu faire mon passage pour devenir un homme, bizarrement. Oui. Mais tardivement, c'est-à-dire vraiment sur le passage de la quarantaine. Et c'est un double miroir par rapport à la notion de père, parce que c'est effectivement en faisant un travail en lien avec mon propre père, un travail d'exprimer une colère, un travail d'aller jusqu'au pardon, mais en passant par l'étape de pouvoir lui dire toute ma colère, en faisant ce mouvement-là vers lui,
c'est comme si ça m'a permis à moi-même de devenir et d'incarner pleinement mon rôle de père. Parce que j'étais plus entre guillemets, en guéguerre avec ce qu'incarnait en tout cas mon père. Et donc je le remercierai jamais assez d'avoir eu cet accueil incroyable et cette présence. Et le jour où lui, j'ai nommé cette colère-là, il a pu voir pour la première fois, il me l'a dit comme ça, je vois en toi l'homme pour la première fois. Et du coup, c'est comme si ça a été un rituel de passage pour moi finalement, dans le sens où, ok, je suis vu. Et après, avec mon fils, moi, il y a eu un gros passage, effectivement, quand je parle de la quarantaine, qui a fait que j'étais dans un grand moment d'impuissance par rapport à ma vie, après une première séparation, sentiment de subir au travail, de pas écouter vraiment ce qui m'animait, de faire confiance à mes appels vraiment des profondeurs, à l'aventure qui m'appelait, mes peurs qui bloquaient, et de voir mon feu s'éteindre, et de me poser la question un jour dans le miroir, en plus de mon feu qui s'éteignait, mon sens de l'humour qui s'éteignait aussi, et mon fils savait me faire miroir par rapport à ça. Et du coup, ça a été ce questionnement de me dire, en fait, waouh, en fait, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je suis en train... C'est en lien avec un livre de Thomas Danzenbourg qui parle de devenir des modèles inspirants. Est-ce qu'on donne envie à nos enfants de devenir adultes? Là, moi, je me suis dit, non, moi, je donne pas du tout envie, en fait, dans l'énergie dans laquelle j'étais. Et donc, c'est ce miroir-là qui m'a fait travailler en me disant, OK, est-ce que peut-être en m'autorisant, moi, à devenir l'homme vibrant que j'ai envie d'être, parce que je sens qu'il est au fond, en m'autorisant ça et en autorisant du coup les décisions aussi que ça a impliqué. Là, c'était dans ma transition professionnelle, mais qui a impliqué derrière un déménagement aussi. En prenant soin de mes besoins, en devenant gardien de mes besoins, en fait, comment ça m'a aidé à reprendre ma place de mon rôle de père, du coup, pour pouvoir entendre les besoins de mon fils. Et il fallait que je sois capable d'entendre mes besoins, en fait. Et donc, ça a été pour moi une épreuve initiatique, parce qu'évidemment que ça a secoué pour mon fils à ce moment-là, quand non seulement je quittais la maison, je vendais la maison dans laquelle il est né, je quittais tout ce qui représentait ma stabilité, mon territoire natal et mon boulot. Il y avait un déménagement en plus, et finalement, dans la qualité de relation que ça a permis de tisser avec mon fils, en fait, il a pu voir apparaître son père, en fait, dans ce moment-là. Et dans les discussions qu'on a eues à cette occasion-là, il a pu vraiment, enfin, voir qui j'étais. Parce que moi-même, je m'autorisais ça, en fait. Et ça a apporté de la sécurité, en fait, pour lui. Parce que sinon, il était en contact avec ma propre flamme qui s'éteignait, il était en contact avec mes propres peurs de pas écouter mes appels intérieurs, et il était en contact avec la part de moi qui était en train de disparaître dans un rôle social, oui, qui certes était valorisant, propriétaire, enfin voilà, une situation professionnelle qui était valorisante, mais qui, moi, au niveau intérieur, en fait, c'était une forme de désertion, en fait, j'étais plus là. Donc voilà, la relation avec mon fils, elle a été très empreinte de ce passage-là. Et aujourd'hui, moi, je savoure la joie de le voir grandir. Il a 16 ans, de le voir et là, de pouvoir l'accompagner dans son passage aussi à lui. Quand il m'a vu faire la quête de vision, on a discuté de tout ça. Évidemment, lui, il m'a dit ouais, je suis pas prêt dans la quête de vision, non. Mais par contre, lui, il a plutôt imaginé de faire un stage de survie et ensuite, après ce stage-là, de pouvoir passer peut-être un temps dans la forêt, seul, mais peut-être accompagné d'autres amis à lui, accompagné pas dans le même espace, mais de pouvoir faire un rituel en même temps, chacun dans son espace, et de pouvoir ensuite. Donc ça, c'est quelque chose qui est en chemin. Mais déjà, il a son stage de survie qui l'attend là à l'été prochain. Et voilà, je pense que c'est pour lui aussi d'avoir choisi son rituel. Et en même temps de pouvoir ensuite le co-créer pour ce qui suivra. Donc ça, c'est pour moi, c'est aussi dans ce chemin-là en fait que je deviens père aussi. Voilà, pas à pas, pas à pas, vraiment pas à pas. Ouais, j'entends peut-être pas le père absent avant, mais en tout cas ou l'homme absent dans ce rôle de père.
C'est puissant de prendre sa place, en fait, aussi. J'entends que t'as pris ta place, ce qui permet à ton fils de prendre sa place aussi, quoi. Donc, je partais de loin, hein. Quand tu dis l'homme absent, je partais de très loin dans le sens où, énergétiquement, il y a un moment où mon fils était au-dessus de moi. Ouais, t'as senti ça. Ouais. Et donc, moi, j'étais activé à l'endroit de mes blessures parce que je me sentais plus respecté des fois. Mais parce que moi-même, je ne me respectais pas. Ça, j'ai compris après coup, évidemment. Et donc, mon travail de me autoriser à prendre soin de mes besoins, notamment dans cette transition professionnelle, automatiquement, ça m'a remis à niveau, en fait. Pas pour me mettre au-dessus de lui, mais pour me mettre dans une relation d'horizontalité et d'incarner dans les actes et parce qu'on dit qu'on transmet pas ce qu'on dit, mais on transmet ce qu'on est. Et vraiment, à cet endroit-là, de me réautoriser à pouvoir être celui que j'ai envie de transmettre, entre guillemets, qui fasse partie de ces multiples modèles potentiels pour lui, qui lui permettront de se construire avec tous les hommes inspirants qu'il y a autour de lui, comme voilà son beau-père, même ses grands-parents, ses grands-pères plutôt, et d'autres hommes encore dans son entourage, qui font qu'après voilà, c'est lui qui fait sa cuisine, quoi. Mais que moi au moins je contribue à faire en sorte d'être dans ce sens-là fier de pouvoir transmettre un modèle dans lequel je me retrouve, en fait, un modèle qui fait sens pour moi, et où j'ai fait ce que je pouvais pour lui donner envie, dans cette époque quand même qui est pas si simple que ça, mais qui est en même temps magnifique, à lui donner envie de rentrer pleinement dans son aventure d'homme, en fait. Pas y aller à reculons, quoi. D'y plonger vraiment corps et âme. Et à cœur ouvert, malgré le fait que effectivement, voilà, il y aura des défis, des épreuves, et ça fait partie du chemin. Et toi et moi, je crois qu'on est très sur s'observer, se comprendre, et notamment en termes de ce que je vais continuer à nommer énergie masculine, féminine. Ouais, c'est quoi encore toi tes défis, ou en tout cas tes challenges à ce niveau-là en tant qu'homme, dans ces énergies notamment? Il y a vraiment ce mot de guidance intérieure, moi, qui vient aujourd'hui, dont j'ai profondément manqué, d'axe, et guidance intérieure, c'est vraiment cet espace où je me redonne de l'espace pour sentir. Et c'est là que je vais trouver ma guidance, c'est-à-dire c'est au cœur de mon féminin que je vais trouver mon masculin, mon élan pour aller dans l'action. Pour choisir. Et pour choisir, mais pour entendre les directions qui sont déjà à l'intérieur. Et donc c'est moi aujourd'hui, c'est tout mon travail. Finalement, je croyais que c'était de mettre plus de masculin dans ma vie parce que je m'identifiais beaucoup à ma polarité féminine, mais je vois en fait que non. C'était une vue de l'esprit, et que mon travail aujourd'hui, c'est surtout de pouvoir plonger au cœur de ma douleur. Plonger vraiment. Et pour là, dans ce ressenti, que de l'espace se recrée et que je puisse avoir accès justement à cette guidance intérieure, à cet élan des profondeurs, à cette direction en fait qui ensuite je vais mettre en place effectivement dans ma manière apprivoiser les compétences de structuration, d'anticipation, de vision, d'organisation, pour aller vraiment dans l'action, mais depuis l'alignement avec cette guidance intérieure, donc avec ce ressenti et cette écoute. Donc je vois cette danse en fait qui est vraiment active, en tout cas en train de s'activer vraiment entre ces polarités, et au service d'une action juste en fait, qui tend à ça en tout cas, et d'une action qui de plus en plus s'aligne avec à la fois mes valeurs, à la fois ce qui m'anime, et à la fois avec voilà ce que j'ai à cœur de transmettre, aussi bien à mon fils que voilà aux hommes que je peux accompagner, ou en particulier c'est vrai que c'est surtout les pères divorcés aujourd'hui que j'ai vraiment envie d'accompagner. C'est vraiment à cet endroit-là que j'ai envie d'œuvrer, consciente de ce que j'ai pu traverser moi, et des hommes qui m'ont aidé dans ma traversée, et des femmes aussi qui m'ont aidé à ma traversée.
Quand je dis les femmes, c'est aussi bien les femmes que j'ai rencontrées sur mon chemin de vie ou qu'aussi bien des thérapeutes. Et que vraiment, voilà, ça c'est ce que j'ai à cœur aujourd'hui. Ouais. Parfait. Je voulais un lien pour t'emmener sur tes accompagnements sur les hommes et notamment sur je sais pas si on peut dire une marque ou en tout cas cet homme fier que tu as créé. Parlons de fierté. Qu'est-ce que ça représente pour toi la fierté, parce que dans notre société, je trouve, en tout cas, si je me trompe pas, on l'a beaucoup associé à un manque d'humilité et une fierté un peu trop exacerbée qui en est écrasante ou dominante, qui est dans des rapports de force finalement. Pour toi, c'est quoi la fierté? Déjà en écho à ce que tu dis, c'est vrai qu'on a beaucoup identifié la fierté au signe extérieur de fierté, à la fierté liée au faire et à l'avoir, très souvent. Et on a oublié cette fierté liée à l'être, à celle qui est liée au chemin parcouru, celle qui est liée à incarner les valeurs, à les mettre dans la matière, dans nos vies, concrètement. Pour moi, aussi, ce mot-là, c'est intéressant d'écouter ce qu'il dit dans sa racine. Il nous renvoie à fierté, à la racine ferus, en latin, qui a donné farouche, et qui vient du sauvage, en fait, qui renvoie cette énergie du sauvage. Et donc, quand je parlais tout à l'heure de guidance intérieure, cette écoute, en fait, c'est l'écoute aussi des forces qui nous animent, en fait, et de la puissance de vie qui nous anime, en fait. Et moi, la fierté, je la situe à cet endroit-là. C'est une fierté d'être en écoute de l'élan de vie et d'y contribuer à cet élan en prenant soin. Et donc, en faisant ça, en étant dans ce mouvement-là, après, automatiquement, effectivement, on peut être fier à plein de niveaux. On peut être fier de ce qu'on fait, on peut être fier de qui on devient, mais qui on devient dans le sens de, pour moi, toujours dans une logique de contribution, en fait. Parce que finalement, dans ce mécanisme d'interdépendance dans lequel on est, du coup, la fierté du mec solo dans son coin, qui chercherait qui serait uniquement une fierté de l'ego. Et on passe par là, dans tous les cas, on passe par là, ça c'est sûr. Mais il y a cette notion, finalement, par rapport à l'humilité dont tu parles, en fait. Pour moi, c'est à chaque fois, en fait, c'est deux pas, en fait. C'est un pas avec la fierté, un pas avec l'humilité, en fait. Il y a tout le temps cette conscience, grâce à l'humilité, à la conscience de nos limites, la conscience de effectivement du besoin d'être en écoute profonde de l'autre, et non pas donc en horizontalité, donc évidemment pas la posture de l'orgueil qui place au-dessus. Et ce que je disais tout à l'heure aussi par rapport à la notion d'apprentissage tout le temps, cet esprit du débutant, de se rappeler à ça, en fait. Et la fierté aussi, pour moi, c'est une manière de se réapproprier ça comme une énergie. En fait, c'est une émotion, en fait. C'est une émotion, donc c'est quelque chose de vivant et qui nous met en vie. Et pour moi, je m'en sers aussi de boussole, c'est-à-dire dans mes choix, ok, faire ça, mais est-ce que ça me rend fier de faire ça, en fait. Okay, pour moi, c'est comme un repère aussi par rapport à certains types de choix. Et en fait, quand je dis se réapproprier cette notion-là, c'est aussi parce que souvent on a eu tendance à chercher à rendre fiers les autres, notamment nos parents. Hein. Et ça part vers l'extérieur plutôt que beaucoup. Souvent, hein. Validation quoi, extérieure quoi. Ouais, carrément. Et là, à cet endroit-là, du coup, il y a cette notion de pouvoir aussi comme avec notre père intérieur, en fait, être rentré en relation avec ce père intérieur, rendre fier ce père intérieur qui est en nous, en fait. Parce que les critères de réussite, souvent, qui sont liés à la fierté, est-ce que c'est les miens? Pas sûr. Du coup, en redéfinissant ses propres critères de réussite, moi, par exemple, c'est plutôt lié à la paix de l'esprit, à ressentir de l'amour, à être dans la joie, la qualité des relations, la qualité de présence, plutôt lié à cet ordre-là, en fait, et au fait de faire, mais en étant aligné depuis ma guidance intérieure, et contribuer depuis cet endroit-là, du coup, ma fierté va être associée à ces critères-là. C'est dans ce sens-là que je disais boussole, en fait.
Et donc ça va être une énergie qui va me récompenser quand je suis à cet endroit-là en fait, parce que c'est aligné et du coup il y a quelque chose qui sent que on vient parler de fierté de l'âme en fait, que je sens le courant de vie qui ce souffle en tout cas qui m'encourage et qui me porte, parce que je suis dans ce respect-là aussi de ce qui est vivant à l'intérieur. Donc c'est vraiment dans cette architecture-là un petit peu que j'ai envie de parler de fierté, et dans le contexte aussi au niveau du patriarcat et de toute la dimension toxique de la fierté telle qu'on a pu la connaître. C'est aussi de pouvoir interroger les normes de fierté, ce que je disais tout à l'heure. Ça me paraît vital en fait. Ouais. Pour un homme aujourd'hui, voilà, à quoi il aurait envie d'associer la fierté, plutôt que des modèles qu'on a pu avoir. Oui, s'inspirer des modèles, parce que dans le patriarcat, pour moi, il y a pas tout à jeter. Il y a des choses qui sont dans ce que les hommes aussi ont fait, ont œuvré. Il y a une transmission aussi il y a des choses à garder évidemment. Il y a des choses à remettre en question profondément. Et donc là, il y a ce travail-là de redéfinir des normes de fierté qui soient alignées avec les enjeux du vivant d'aujourd'hui, de notre époque, et des relations. Du coup, selon toi, qu'est-ce qu'on devrait garder, qu'est-ce qu'on devrait jeter, ou en tout cas Le sens de l'effort, il faut le garder. Pour moi, il y a vraiment cet endroit-là dans une société qui valorise beaucoup justement tout qui ne tombe. Ça n'a jamais été aussi facile les différentes actions du quotidien, jusqu'à bien placé pour le savoir, jusqu'à les applications de rencontres, jusqu'à pour commander à manger, tout peut être activé en un clic. C'est-à-dire, la notion d'effort, elle est complètement effacée en fait. Alors que cultiver une notion d'effort, mais plutôt de persévérance, de pouvoir être aussi dans une conscience de la régularité, donc, et que les choses en fait demandent un engagement en fait à tous ces endroits-là en fait. Il y a des qualités en fait que chez nos parents, nos grands-parents, quand je regarde leur vie, moi je salue en fait leur engagement, leur persévérance. Je salue aussi leur sens de l'effort. Et après voilà, je vois toutes les limites aussi, parce que leur niveau de conscience n'est pas le même qu'aujourd'hui. Tous les limites à réinterroger. C'est pas possiblement pas du bon endroit, quoi. Oui, en termes de conscience, non, c'est sûr qu'il y a eu des bandes de conscience, heureusement, qui mettent en lumière toutes ces parts d'ombre, de toute manière, qu'on est invité à voir aujourd'hui. Ouais. Je partage une publication ce matin sur les masculinités, une prise de position d'un collectif et d'une personne. Et dans les grands traits, j'étais plutôt OK avec tout ce qui était partagé et des choses auxquelles j'aspire aussi, ou en tout cas que je souhaite dans notre société. Mais il y avait deux, trois points. Effectivement, là, tu parles de l'effort. Moi, ça me connecte aussi à la compétition. Que pour moi, en fait, il peut exister une compétition saine, celle qui nous fait nous élever en fait, où il nous fait nous tester nos limites, tu vois. Genre si je fais un peu de boxe, c'est pour moi, si je viens pas pour être en compétition pour dominer l'autre, écraser l'autre, me dire que je suis meilleur, mais pour revenir, tiens, où j'en suis en fait. Comment je peux tester mes limites, comment je peux peut-être me dépasser, et je pense qu'effectivement il y a un juste équilibre de ce côté-là à retrouver, ou en tout cas d'où ça part en fait, pourquoi j'ai envie de peut-être effectivement mettre de l'effort ou au service de quoi. Ouais, au service de quoi. Ouais. Et sur la fierté, il y a un lien avec le cœur. C'est une question. Ok. Je sentais les points de suspension. Est-ce qu'il y a un lien avec le cœur? Pour moi, écoute, j'avais ce mot-là, courage, qui était là tout à l'heure aussi dans le fait de saluer par rapport aux anciens, aux hommes en tout cas des générations passées. Et pour faire le lien avec le cœur, courage, c'est vraiment écouter son cœur. Plus que ses peurs. Ça veut pas dire pas écouter les peurs, évidemment. Ça veut dire écouter le message qu'il y a derrière les peurs, mais ne pas se laisser paralyser.
sachant que voilà, souvent les peurs sont aussi des mémoires anciennes qui n'ont pas toujours, qui ont besoin d'être réactualisées en tout cas dans le présent. Et donc la fierté par rapport au cœur, pleinement, en tout cas l'endroit où je l'ai ressenti moi, ça a été moi j'ai ressenti quand j'ai fait ce passage là de transition, de quitter mon connu, un peu à la manière du voyage du héros dans la mythologie. J'ai ressenti une fierté, mais dans mon cœur, et justement me dire waouh, j'ai écouté mon cœur. Oh, waouh, waouh. Quelle joie en fait, quelle gratitude de pouvoir être à cet endroit-là, dans le fait de sentir à quel endroit je me redonnais finalement de l'importance moi-même en fait, à ce que je sens en fait, à ce qui est vivant là. Oui, il y avait des grandes peurs, oui, il y avait des doutes au moment de quitter ma zone de confort, qui n'en était plus une, parce qu'une zone de confort où on éteint sa flamme, c'est plus une zone de confort. C'est plus une zone de confort. Ouais. Donc il y avait surtout ce besoin de remettre du mouvement, et que j'ai écouté. Mais du coup, quand on écoute et qu'on est dans ce mouvement-là, oui, il y a plein d'embûches, d'obstacles évidemment, mais c'est l'aventure. On retrouve le goût de l'aventure, on retrouve le goût du vivant en fait. Waouh! Mais moi je me suis dit merci de m'être réoffert à la vie, réouvert et réoffert. Ça c'est ma fierté de cœur à cet endroit-là, clairement. D'écouter qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur. Ok, mais j'en prends soin. J'écoute et j'en prends soin. Je pose des actions derrière. Je pose des choix et des actions et je me mets en mouvement dans cette direction-là. Comme tu disais par rapport à la boxe, ça me parle aussi, tu vois, par rapport à cet élan de ok, ça c'est je sens que j'ai besoin de ça. Là, c'est mon corps aussi qui m'appelle, j'y vais. Et la compétition, je trouve que c'est magnifique aussi. Des fois, on est dans cette compétition-là, l'autre devient un allié pour nous aider à nous dépasser. C'est ça, tout à fait. Et donc, je le vois comme un partenaire pour m'aider à me dépasser aussi dans la compétition. Il y a ce changement de regard et moi, je suis souvent, c'est vrai que je me suis beaucoup comparé par peur, par sentiment d'imposture des fois, pas me sentir légitime dans cette transition professionnelle. Au début, quand on est dans ce métier du coaching, on vient de se former, on est tout frais, donc il y a plein de choses qui apparaissent à ce moment-là et de sentiments. Et après coup, j'étais tombé sur cette phrase-là, oui, de pouvoir se comparer avec celui que j'étais il y a 1 an, plutôt que de se comparer avec le coach qui exerce depuis 10 ans, tu vois. Là, voilà, aussi d'être dans cette un peu plus de douceur avec dans ce rapport aussi à soi, tout en étant c'est ce subtil équilibre entre s'accepter et progresser. Et je crois que la sagesse, c'est d'être effectivement dans le fait de reconnaître ce qui est là où je suis, et tout en étant dans cette écoute intérieure qui nous invite au mouvement, qui nous invite à continuer à être dans cette transformation en fait, parce que la vie c'est ça en fait, ça se transforme en permanence. Cette notion des cycles avec les rituels, de deuil et de naissance, on honore ça, mais c'est juste le vivant en fait, et ces saisons dans les saisons de notre vie aussi. Tu parlais justement de qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur. Je crois qu'il y a quelque chose qui te fait bien vibrer ton cœur, c'est le langage des mots, la poésie, le slam. Je crois qu'on est tous des artistes, on a peut-être oublié des fois cette part-là. En tout cas, moi, je sais que je l'avais un peu mis de côté et je la retrouve. Comment tu animes l'artiste qui est en toi? Comment j'en prends soin? Déjà artiste, tu vois, avec la langue des oiseaux, justement, j'entends artiste avec le mot heart en anglais, tu vois, le cœur, heart. Donc c'est vraiment, pour moi, l'artiste, c'est celui qui s'autorise cet espace non seulement d'écoute de ce qu'il y a au niveau du cœur, et qui prend soin de ça, mais qui ensuite s'autorise l'élan d'expression. Donc c'est la pression aussi à l'extérieur, tu vois. Et donc on est dans l'alchimie, dans la transformation avec l'art à chaque fois, et on est dans le fait de fabriquer de l'âme, dans le sens aussi où l'art finalement à chaque fois il nous permet de nourrir notre âme en fait. Et donc en gros, moi comment j'en prends soin, déjà en laissant l'art rentrer dans ma vie.
autant que je peux. Pas assez selon moi, mais autant que je peux. Donc que ce soit par moi beaucoup la musique, la poésie avec ces poètes comme Christian Bobin ou Christiane Singer qui me parlent beaucoup et qui donc quand je lis leurs livres à chaque fois c'est des soins. C'est vraiment des soins et ensuite le grand artiste de l'univers de pouvoir aussi être dans la contemplation, dans la nature, pour moi là c'est aussi une grande source pour nourrir l'artiste intérieur, d'être à cet endroit-là de la contemplation et ensuite l'expression, moi ça passe c'est vrai par les mots, par la poésie avec le collectif Enslamez-vous sur la côte basque, mais aussi par la musique, le chant, la danse, toutes ces médecines en fait qu'on retrouve dans le rituel aussi et qui nous font qui nous ramènent au corps, qui nous ramènent au cœur, qui nous ramènent à l'âme et qui nous ramènent à la présence. Juste ça finalement. Et au grand mystère de se laisser traverser parce que à ces endroits-là, on est tout le temps traversé par la vie et ce qui nous dépasse et du coup d'être juste un canal. Qu'est-ce que ça fait du bien de se désidentifier aussi de son histoire et enfin moi j'aime être en improvisation aussi, donc juste laisser passer. Moi j'aime bien dire laisse faire les sphères, laisse-les tourner et tout renaît. Et effectivement il y a quelque chose de cet ordre-là en tout cas voilà il y a la vie tellement grande et les planètes tout tourne et on est dans ce mouvement-là aussi nous et tout tourne et tout renaît en permanence et de s'inscrire juste dans ce mouvement-là et de laisser faire. Et en plus elles sont plutôt alignées en ce moment. En plus c'est vrai. Et ça participe vraiment à l'art pour moi. Il y a un collectif de poètes d'entreprise dont je fais partie qui s'est monté fin d'année dernière avec Vincent Avanzi qui a créé qui est un poète d'entreprise lui depuis 10 ans déjà et qui contribue au réenchantement que j'avais eu l'occasion d'interviewer d'ailleurs dans une émission de radio que j'animais avec le parti poétique. Du coup cette notion là elle est précieuse en fait de réenchanter, contribuer au réenchantement en fait à travers l'art. Les rituels intègrent ça évidemment aussi, mais de manière plus large, l'art, elle est à cet endroit-là, contribuer à de nouveaux récits par rapport à l'époque qu'on traverse. On a besoin de mythes nouveaux, parce que le mythe du transhumanisme, pour moi, c'est pas celui qui est le plus inspirant. Non. Pour se projeter pour les générations futures aussi. On est en quête de sens, mais on est en quête d'une direction et d'une direction. Tu parlais de direction tout à l'heure. D'un élan et le mythe c'est aussi une histoire qu'on a besoin de se raconter pour pouvoir trouver de l'élan en fait pour aller c'est une métaphore en fait c'est pas un mensonge le mythe. C'est une métaphore qui va nous aider à aller de l'avant en fait. Donc du coup voilà, ça participe à ce mot-là. L'école au rite de passage avec qui je me forme, les Québécois, toute l'équipe, vraiment utilise ce mot-là vraiment clé, remythologiser, même il parle même de érotiser aussi, reconnecter avec la force de vie en fait. L'art c'est un chemin, voilà aussi pour ça et pour réancrer en fait la poésie dans nos vies. Pour moi la dimension poétique elle est pas perché, il y a une notion vraiment de pouvoir la réancrer par des actes poétiques, par des postures poétiques, des manières d'être, des manières de regarder et des manières de faire de l'espace à cette dimension-là dans nos vies aussi, parce qu'on en a besoin dans notre rapport au temps, dans notre rapport à l'autre et dans notre rapport à nous-mêmes. Et je pense que la nature, si on est à nouveau dans cet élan-là, je pense que elle s'y retrouve aussi. Parce que si on porte un regard poétique, en tout cas sur le monde qui nous entoure, tout d'un coup on devient plus sensible. Oui, je le crois aussi. Ouais, ça me connecte à Futur Désirable, que j'évoque souvent aussi dans ce podcast. Ça serait, comment tu définirais l'homme d'aujourd'hui ou l'homme présent, l'homme désirable,
l'homme que tu as envie de voir ou d'être dans ce monde? Pour moi, c'est un homme qui s'autorise à s'engager sur le chemin. C'est un homme qui dit oui à l'appel d'aventure qui est à l'intérieur de lui. Et c'est un homme qui, dans ce cheminement-là, va évidemment apprendre à accueillir ces énergies dont tu parlais tout à l'heure, qui nous animent, voilà, qu'on peut appeler le yin, le yang, le féminin, le masculin, et qui va petit à petit en chemin apprendre à faire la paix à l'intérieur avec ces énergies-là, comme dans ce mariage intérieur qui va évidemment ensuite automatiquement se refléter dans les relations extérieures. Ce mariage intérieur, il va amener de la paix aussi dans nos couples, dans notre rapport aussi au collectif, à la nature, aux autres. Et donc moi je vois que l'homme sur ce chemin-là d'aller rencontrer, ne pas avoir peur de ses ombres, au contraire, au grand contraire, parce que l'endroit même où il y a nos douleurs, nos peurs, c'est là où il y a nos plus grands trésors. Alors oui, c'est inconfortable au début, même tout au long, mais cet inconfort, il est précieux parce que c'est lui qui nous maintient en vie. Et le confort nous tue. On s'en rend pas compte. À petit feu, mais il nous tue. C'est savourer aussi le confort, c'est pas tout rejeter, c'est le savourer, mais ne pas s'y réduire, surtout pas. Qui est un équilibre, toujours pareil, on est toujours dans cette notion d'équilibre. Et donc ouais, pour moi l'homme de demain, ou en tout cas l'homme vers lequel on a envie d'aller, moi vers lequel j'ai envie d'aller, c'est cette notion d'intégrité en fait aussi, à la fois d'être entier dans ce plein accueil de toutes mes facettes. C'est pour ça que j'essaye aussi de les incarner dans mon métier. Petit à petit, après c'est un chemin, c'est tout un chemin. C'est pas tout de quitter son ancien travail. Ensuite, ça se passe pas toujours comme prévu. Donc effectivement, il y a se donner du temps aussi. C'est un homme qui se donne du temps pour pas être dans le passage en force. On est très fort pour pouvoir passer en force, mais souvent quand on est dans le passage en force, c'est qu'on est encore avec trop nos peurs en fait. On écoute trop nos peurs et notre cœur, des fois, il peut nous dire de ralentir, de faire confiance au temps qui œuvre aussi, et de faire confiance au chemin, à tout ce qui nous attend, parce que nous, on cherche beaucoup, mais la vie, elle nous cherche aussi, et donc faire confiance aussi à ça et se laisser trouver, se foutre la paix et se laisser trouver, effectivement, ce grand jeu de cache-cache. Merci. On arrive tout doucement à la fin. Pour reconnecter un peu à la thématique, même si d'une certaine façon des rituels tu as pu l'évoquer à travers toute cette discussion. Ouais. Comment ritualiser ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais envie de donner peut-être comme conseil, même si déjà à travers tout ce que tu as évoqué, il y a des clés. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour mettre du rituel dans sa vie? Déjà peut-être de démarrer sa journée avec un rituel. Je pense que tu l'as dit pour toi, tu te l'appliques toi-même. Quand on démarre la journée avec cette conscience-là, un rituel, on pose une énergie vraiment de présence. Après, il va prendre la forme. Pour certains, ça va être le rituel d'écriture des gratitudes. Pour d'autres, ça va être une petite méditation pour démarrer. Moi, je sais que j'aime bien me poser dans mon espace sacré que j'ai formalisé avec ma petite bougie, ma petite lumière pour me relier aussi à ma propre lumière intérieure. Et moi, j'aime beaucoup être dans ce massage du visage avec ma petite huile qui me fait démarrer la journée en douceur, qui me rappelle à la douceur en fait. Mais chacun, en fonction de son besoin, va pouvoir être dans la créativité déjà. Démarrer la journée avec ce type de moment-là, c'est s'offrir de l'amour. Donc, et ensuite peut-être pendant la journée, avoir des rituels d'ancrage pour se rappeler que oui, il y a notre c'est-moi. Quand je parlais des 3 royaumes, on est dans notre royaume du c'est-moi avec tous nos problèmes à gérer dans le concret. Et se rappeler qu'il y a aussi des royaumes qui sont là, le nous sommes et le je suis, et qu'on peut à chaque moment dans la journée
voilà, rien que des fois par la respiration, un rituel autour de la respiration pour ponctuer notre journée, nous ramener à la présence à chaque fois. Et voilà, chacun avec ses gestes, mais vraiment la notion d'espace sacré, ne pas s'imaginer qu'on a besoin de tout un hôtel. Des fois juste une photo, des fois juste ça peut être très discret, je veux dire, pour l'intégrer dans son quotidien, même au travail, en fait. Moi, au travail, j'avais une citation qui était comme un ancrage devant moi, en fait. Et que du coup, voilà, je pouvais me rappeler à ça aussi. De manière plus large, après, dans les transitions de vie, vraiment, s'autoriser. Ça, on le fait pas du tout. S'autoriser à célébrer nos petits pas, nos petits pas. Nos petits pas pour nous et les un peu plus grands, entre guillemets, avec notre tribu de cœur, avec notre famille, nos amis. S'offrir ces occasions-là, en fait. C'est tellement beau quand on s'offre ces occasions-là voilà, même par rapport à l'entrée dans une maladie, même par rapport à une guérison. S'offrir ces moments-là de nourrir notre besoin d'appartenance, de pas se sentir seul, d'avancer sur le chemin en se sentant entendu. Mais pour ça, il faut bien, à un moment donné, ouvrir son cœur. Et bien, ces moments-là, se les créer, se les offrir. J'ai envie aujourd'hui de vous dire, voilà, ce qui me traverse. Je vous ai réunis pour ça, en fait. Mettre du sacré à cet endroit-là, en fait. Je crois que ça, c'est vachement important. Et après, c'est vraiment le sacré en lien avec les saisons, effectivement, et ce temps qui passe aussi au-delà de nous, de s'harmoniser avec ça, c'est précieux. Aruna Lipschitz, elle en parle vraiment dans La Voix de l'amoureux, se remettre en harmonie avec le vivant, en fait. Et donc là, les rituels, ils nous aident aussi à ça. Vraiment de sentir ce lien qu'il y a en fait avec les saisons de la vie et les saisons tout court. Donc voilà, et avec chacun, il n'y a pas besoin d'être dans une religion, il n'y a pas besoin d'être dans une spiritualité, il n'y a pas besoin de tout ça en fait. Il y a juste besoin d'écouter ses besoins et de leur offrir de l'espace et du temps en fait. Donc c'est pas plus compliqué que ça dans l'absolu. Oui, ça peut être très simple. On n'a pas besoin de partir dans des délires ésotériques. Non. Etc. Non. Ouais. Et donc après, voilà, pour moi, c'est la dimension poétique parce que ça parle à beaucoup de monde. En fait, on va trouver un film poétique, on va trouver un coucher de soleil poétique. Le rituel du coucher de soleil, juste être dans la contemplation de ça, se poser et regarder. On a tant d'occasions et de possibilités en fait, même dans la voiture. Il y a aussi le rituel, on peut le ramener dans des espaces vraiment où on croit que on est un peu contraint, où on subit. C'est intéressant aussi de ramener le rituel dans des espaces aussi comme ça, au travail, dans la voiture, dans la relation de manière plus large. Là, je parle pas des espaces qu'on subit, mais ramener le rituel dans la famille. Les cercles de parole, bon, t'es bien placé pour le savoir. C'est des magnifiques rituels aussi, ramener le cercle de parole dans sa vie. Ça, c'est vraiment des choses qui réenchantent aussi. Tout à fait. Voilà. Des pistes. Merci, Nico. J'aime toujours, dans les rituels qu'il a dans ce podcast, que ce soit en intro ou en outro, quel mot, est-ce que tu as un mot, un partage, une réflexion pour terminer ce podcast? Il y a vraiment moi ce mot célébrer qui vient clairement encore plus dans le moment qu'on traverse. Il y a encore plus besoin. On pourrait croire que c'est en décalage. Non, au contraire. Dans ce grand équilibre qui se joue entre les polarités, dans l'époque qu'on traverse, il y a encore plus besoin de célébrer ce qui nous traverse. Donc voilà, c'est ça qui est, c'est ça qui ce mot-là. Ça résonne. Celebration. Celebration. Du coup, ça me donne envie de danser. Dansons la vie. Ouais. Merci, Nico. Ben, un grand merci à toi pour ce voyage, en tout cas, c'était un beau voyage. Dans lequel, j'ai senti l'énergie de la fluidité quand je me sens comme ça, en tout cas, dans cet élan-là. C'est qu'il y a une qualité de présence et d'écoute, qui est magnifique.
et du coup qui ouvre ce chemin-là de laisser passer les mots. Donc un grand merci pour la qualité de présence que tu as offert à cet espace-là et qui m'a permis ça, de pouvoir offrir ma parole de cœur aujourd'hui. Merci, ça me touche, ça me fait des frissons. Merci à toi, merci pour ta présence et pour tes mots. Les rituels. J'ai beaucoup aimé prendre conscience du fait que le fait d'avoir tabouisé la mort, ce passage de vie, on a fait qu'on en a oublié tous ces petites morts qui nous accompagnent au quotidien et puis aussi que du coup l'inverse de la mort n'est pas la vie mais la naissance et donc de par des rituels de passage faire ces micro-deuils et ces micro-naissances qui nous donnent la vie. En tout cas, voilà. Et dans cette quête de sens dans laquelle on est, sens. Donc ça passe par là, effectivement. Continuons à renaître chaque jour. Merci. Je mettrai de toute façon tous les liens vers tes pages, Un homme fier notamment, et puis et Nicolas Loustalo, effectivement, sur Instagram. Ouais. Voilà. On te trouvera facilement. Grand merci à merci, toi, Nico. Loïc, un grand merci à d'Homme à Homme de continuer à œuvrer. Merci. Au service des hommes. On va continuer. Et des femmes. Et de la relation. De la relation. À bientôt, Nico. À très vite. Ciao. Quel voyage. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.